Merci. Eh ben, écoutez, merci pour l'invitation. J'ai pas pris mon téléphone, donc vous me prévenez pas de souci. Et comme il y a eu pas mal de choses dites par les précédents intervenants, particulièrement Francis et Jean-François, je m'arrêterai peut-être pas sur tout. Sur la question de l'accès aux données et de la manipulation des données, tout ce que je vais raconter, vous pouvez le récupérer sur le site du GIS Marsouin, et vous pouvez même jouer avec nos données puisqu'elles sont publiques et libre. Et puis, si vous avez envie de réviser ce que je vais vous raconter, regardez l'excellente série, au-delà de Daniel Blake, l'excellente série Black Mirror, qui va probablement prendre quelques échos dans ce que je vais vous dire. Alors, c'est quoi l'anthropologie des usages? Je ne vais pas faire long. Un certain nombre de chercheurs travaillent sur ces questions-là depuis les années 80. Quand l'expérience du Minitel s'est faite à Rennes, en même temps, Josiane Jouet, Armand Matelard, etc., travaillaient au CNET. Donc en Bretagne, mais à d'autres endroits aussi, en Bretagne, on a eu cette chance de monter en même temps, on va dire, les sciences des usages au sens large, et une partie des technologies. On va dire, je suis passé par un certain nombre de postures scientifiques, et il s'est avéré que au milieu des années 2000, il me semblait très très important d'insister sur deux éléments. Le premier, c'était la profondeur historique, c'est-à-dire je ne pense pas qu'on puisse analyser le numérique aujourd'hui sans se rappeler de l'histoire successive des technologies dans l'humanité, de l'informatique, du web, etc., etc. Et la deuxième dimension, c'est la dimension symbolique des technologies. Je vous en dis pas plus parce que ça va être illustré à la suite. Je vais pas vous donner beaucoup de repères. Jean-François en a donné quelques-uns, Francis aussi. Je voulais juste vous inviter à réfléchir à ce que sont les usages, hein, parce qu'on peut confondre assez facilement usage, pratique, utilisation, utilisabilité, etc., etc. Nos collègues de sciences cognitives font ça. Pour nous, au sein du GIS Marsouin, plutôt orienté par les sciences sociales, il serait plus juste de parler de normes d'usage social. Alors, pour nous, les usages sont des ensembles de pratiques socialisées. Lorsque nous sommes suffisamment nombreux à adopter un certain nombre de comportements vis-à-vis d'une technique, elle devient la norme. Alors, je pense que vu l'âge d'un certain nombre des participants d'ici, ça va vous parler si je vous parle de Facebook. Vous connaissez toute cette histoire Zuckerberg qui propose de mettre des commentaires graveleux sous des photos des étudiantes. On peut quand même dire que là, on est dans le top de l'intelligence artificielle. Il s'avère que Zuckerberg est dans un lieu qui est loin d'être neutre, puisqu'il est à Harvard, mais que de l'autre côté de l'Atlantique, en France, de nombreux chercheurs avaient identifié, particulièrement chez les Marsouins, avaient identifié que les collégiens commençaient à utiliser de manière tout à fait exponentielle les SMS, la messagerie instantanée. Ceux qui étaient intéressés par la photo commençaient à développer des pratiques de réseaux sociaux sur Flickr. Ceux qui étaient intéressés par la musique investissaient MySpace. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'offre de Zuckerberg, qui va devenir Facebook, a trouvé chez les lycéens américains, et non pas les étudiants, mais ça venait quand même, la dimension symbolique, elle est là, ça venait quand même d'Harvard. Chez les lycéens américains, va trouver une demande. C'est Dominique qui parlait de niche écologique, hein, à un moment donné, une espèce d'énorme niche sur lequel tout le monde va se précipiter. Et je ne vais pas vous livrer un grand secret aujourd'hui, nos collégiens d'aujourd'hui, ils sont encore sur Facebook, mais où ils contestent la norme, puisque le travail des adolescents, c'est aussi de contester la norme et de se construire face à la norme. Ils sont évidemment sur d'autres réseaux sociaux émergents sur lesquels papy, mamie, papa, maman ne sont pas, puisque la norme du réseau social, c'est Facebook, et il y a beaucoup moins d'adultes sur Snapchat. Voilà. C'est à peu près clair sur cette manière de regarder les usages. Alors,
je vais pas vous faire enfin, je vais pas vous faire un cours complet parce que ça serait très long et c'est pas le lieu. Mais je vais reprendre un peu la posture de Jean-François, c'est-à-dire finalement comment je peux vous aider au mieux. Donc ma présentation était évidemment beaucoup plus riche que ce que je vais vous raconter dans un temps un peu plus raccourci. Mais je souhaiterais peut-être essayer de vous faire comprendre comment finalement ces usages s'inventent dans un processus anthropologique que l'on peut qualifier comme ça. L'idée, c'est que nous avons travaillé ensemble avec Jean-François dans une chaire qui s'appelait Modélisation des imaginaires. Ballandier parle de techno-imaginaire, ce qui caractérise notre période postmoderne, hypermoderne, enfin en fonction de comment on veut la qualifier. Bref, cette période historique après la modernité, c'est aussi que les technologies ont envahi nos imaginaires et nos représentations. Elles ne sont pas que présentes sur le plan matériel et objectivable, cognitif, etc. Elles sont aussi présentes et très présentes sur le plan des imaginaires et de la construction des représentations. Donc imaginez justement que nous avons à disposition tout un tas de mythologies, tout un tas d'objets imaginaires plutôt protéiformes et pas forcément très stables, bien que quand on les étudie, on se rend compte qu'il y a des aires culturelles, qu'il y a tout un tas de complexités. Ces techno-imaginaires se sédimentent, se stabilisent à un moment donné. C'est le concept des représentations sociales. Nous avons besoin de savoir, j'ai besoin de savoir que ça c'est un micro pour pouvoir construire une représentation qui va déclencher une intention d'usage. Et les représentations, c'est un peu du techno-imaginaire sédimenté, cristallisé. Voilà. Ces représentations ne servent qu'à une seule chose, pouvoir permettre les pratiques, enfin permettre d'agir avec les technologies. Ces pratiques, de gré en gré, se socialisent et deviennent donc des normes sociales d'usage. Les normes sociales d'usage transforment finalement pas trop le fond. Je pense qu'il y a des socles imaginaires qui sont très stables, des mythologies centrales, mais plutôt la forme en fait de ces imaginaires et renouvelle ces formes qui renouvellent donc des représentations, etc. Je vais vous donner une illustration parce que c'est quand même un peu complexe. C'est une illustration que j'aime bien parce qu'elle vient d'un travail qualitatif très approfondi avec le jeune homme qui est en bas, qui s'appelle Nicolas Huchet, dont je vais vous parler tout de suite. Vous voyez, je reprends ma courbe et je commence par des techno-imaginaires du côté des corps hybrides, du côté des robots, du côté du golem. On voit bien que le rapport entre les technologies et les corps, ça fait partie bon, je vous renvoie encore à Black Mirror. Il y a pas mal d'épisodes où ces questions-là sont vraiment mises en avant. Il s'avère que certaines personnes vont choisir à un moment de s'approprier ces techno-imaginaires et vont en faire quelque chose d'absolument incroyable. Alors je vous ai pris entre autres athlètes parce que j'ai plus lu sur elle que sur les autres. Aimée Meline, que vous connaissez peut-être, qui a été la première athlète femme des Jeux paralympiques, non seulement à revendiquer ses prothèses ultra technologiques, mais aussi à revendiquer son statut de femme athlète jusqu'à aller courir avec les valides, jusqu'à devenir un mannequin puis une actrice. Bref, on la retrouve à la fois dans la couverture de Vogue, mais aussi dans la couverture de Wired, qui est une des revues techno américaines, enfin la revue techno grand public américaine. Donc vous voyez, l'idée c'est qu'on sort peut-être d'une représentation du rapport entre technologie et handicap qui pourrait être une représentation d'appareillage, de l'industrie du chariot roulant, pour faire des choses comme ça, à une représentation qui serait peut-être plus du côté de l'empowerment, du pouvoir d'agir.
12 ans après, le jeune homme qui est en bas rencontre un Fab Lab. Vous savez tous ce que c'est qu'un Fab Lab, je présume, hein, je ne détaille pas. Rencontre un Fab Lab à Rennes et rencontre une communauté de hackers, makers, etc., etc. Ce jeune homme est totalement déprimé puisqu'il vient de vivre un accident du travail qui lui a coupé un bras. Il supporte plus d'être considéré comme un objet par son environnement médico-social et il se passe quelque chose d'absolument incroyable. Il va apprendre avec les makers à fabriquer cette fameuse prothèse que vous voyez là, c'est-à-dire la première prothèse de bras libre fabriquée dans un Fab Lab avec les logiques open source, c'est-à-dire un autre des imaginaires technologiques autour de la coopération, du partage, etc., etc. Quand je l'ai rencontré au début de l'aventure, on a discuté et fait des entretiens formels. C'est quelqu'un que je vois très régulièrement et qui est plutôt maintenant très connu, y compris à l'international. Ils ont fini avec le collectif de makers dans lequel il était, avec un territoire particulier qui est le territoire rennais. C'est la deuxième ville d'Europe après Barcelone en nombre de Fab Labs, donc il y a une vraie volonté, il y a une histoire techno, enfin il y a un contexte particulier, je reviendrai sur le territoire tout à l'heure. Et ils ont monté un Fab Lab particulier vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Et qui est-ce qu'on a vu arriver ces 2 dernières années dans ce lieu? On a vu arriver des jeunes autistes et des jeunes handicapés en situation de handicap psychique ou cognitif. C'est-à-dire qu'en gros, ce que je suis en train de vous raconter, c'est éminemment documenté par la sociologie du handicap. C'est aussi des travaux qu'on va trouver complètement en dehors des technologies. Les militants du handicap physique vont entraîner derrière eux le type de handicap qui se voit moins et qui est peut-être le plus dérangeant pour nous, les handicaps psychiques et mentaux. Qu'est-ce qui se passe là? En fait, il y a un jeu d'images d'identification qui, vous voyez bien, transforme la représentation des technologies vis-à-vis du monde du handicap, renvoie à des pratiques particulières, qu'elles soient sportives ou makers, et nous donne une nouvelle norme d'usage inclusive, parce que effectivement, j'utilise à longueur de temps cette présentation-là pour parler de la question de l'accessibilité, pour parler de la question du monde du handicap avec les technologies. Voilà, je voulais juste vous décrire ça avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors ça, je passe, parce que ça, je passe aussi. Et vous retrouverez ça, j'ai plein de conférences en ligne. Je voulais... j'ai peut-être pas passé ça quand même. J'hésite. Bon... Allez, je passe vite fait. Ça, c'est pour une bonne communauté de chercheurs, là. Les technologies n'ont pas qu'une histoire, en fait. Elles ont une histoire sociale. C'est pour ça que je serais tenté de parler de socialisation des technologies. Et cette socialisation correspond peu ou prou à 3 grandes périodes que l'on peut nommer de manière différente. Dans mon vocabulaire conceptuel, à moi, c'est innovation, massification, banalisation. L'innovation, c'est simple, finalement, c'est on rase gratis. C'est-à-dire que, globalement, chaque technologie a un mode de présentation au monde qui est vraiment porté par les médias, le marketing, etc., qui est plutôt là pour faire rêver, entre guillemets, les futurs acheteurs sur des potentialités absolument infinies. Si je prends le web, vous vous rappelez que le web a été libéralisé en 92 par Jacques Caillot et Tim Berners-Lee. Dès 93-94, Pierre Lévy, un collègue philosophe des technologies, se voit confier une mission à la Commission européenne. Et si vous lisez Cyberculture, vous allez vous rendre compte que même un intellectuel de premier rang comme Lévy est complètement pris dans ces
dans ces imaginaires, enfin en gros, dès la fin des années 90, on devait tous rouler en patin à roulettes dans les villes, la cyberdémocratie aurait éradiqué à peu près toutes les guerres, etc. Vous voyez qu'on est très loin du compte, mais c'est très intéressant de lire ces textes-là, de relire ces textes-là. J'ai relu par hasard, il est tombé de ma bibliothèque, je me suis dit je vais relire quelques pages des autoroutes de l'information de Bill Gates. Je vous avoue que ça vaut vraiment le coup. Voilà, on est vraiment dans des périodes où, alors là c'est pareil, je ne juge pas, je constate que finalement les ingénieurs, l'industrie numérique a besoin de cette période-là pour amorcer un cycle. Alors on va rester sur le web. Si on reste sur le web, cette période d'innovation, c'est le début des années 90 pour faire simple. Vers la fin des années 90, enfin au milieu des années 90, s'amorce ce que moi j'appelle le processus de massification. Alors c'est quoi le processus de massification? C'est en fait qu'une technologie particulière va se développer avec un taux d'accroissement annuel à plus de 2 chiffres. On va avoir une année, je crois que c'est 97, où on va avoir 22% d'augmentation de l'équipement et de la connexion. Et en fait, c'est assez étonnant parce qu'en même temps, lorsqu'on observe vraiment les usagers, on se rend compte qu'il y a un dégonflement des imaginaires. C'est-à-dire que globalement, la technologie, là c'est le web, pour ceux, ça va peut-être renvoyer à des souvenirs d'enfance, mais j'ai l'habitude de rappeler le bruit du modem que l'on installait à l'époque avec le tchoui, etc. et les heures de négociation avec le fournisseur d'accès. Je peux vous garantir que ce qui nous avait été vendu, c'est-à-dire en gros voir des photos et des vidéos en ligne dans les années 90, c'est pas du tout ce qu'on va retrouver de l'autre côté de la machine. Et en fait, on a un double mouvement qui est un mouvement finalement d'équipement qui a été amorcé par la phase d'innovation et de désenchantement de la technologie qui pour autant continue à se développer. Tout cela se termine par un moment, par un temps historique dans lequel nous sommes vis-à-vis de l'Internet. De l'Internet fixe, qui est le temps que j'appelle de banalisation. On a une technologie qui devient ambiante et on se pose d'autres questions. Typiquement les données personnelles, la protection des données personnelles. Assez typiquement la question des inégalités. Donc, puisque Jean-François a fait le teasing, il faut que j'arrive à la question de la fracture numérique. Donc, où on en est aujourd'hui? Ça, c'est le baromètre de 2016. 85% d'équipés connectés, c'est le chiffre en haut à gauche. Ça, c'est le baromètre Credoc de 2017. 85% d'Internet fixe équipés connectés. Vous voyez, globalement, qu'on est à la fin d'un cycle pour l'Internet fixe et un autre cycle s'est amorcé, bien évidemment celui de l'Internet mobile. Et vous entendez dire, et vous devez regarder autour de vous, que des technologies de type réalité virtuelle sont probablement dans la phase d'innovation telle que je l'ai décrite tout à l'heure. L'intérêt, quand on fait de l'anthropologie plutôt sociale et culturelle des usages des technologies, c'est qu'on a les données assez facilement. Donc pour revenir sur ce cycle-là de socialisation des technologies et la question de la fracture numérique, je vous rappelle 92. L'Internet que vous connaissez tous vient d'être libéralisé enfin donné à la planète par Tim Berners-Lee et Jacques Caillot à partir de Genève. Dès 1996, on a un discours du président des États-Unis, Bill Clinton à l'époque, qui dit en fait, il ne faudra pas laisser les enfants de l'autre côté d'une fracture numérique. On peut quand même se poser la question, puisque en 87, 4% de la population américaine est équipée connectée. Ça veut dire que logiquement, il y a 96% qui est de l'autre côté. C'est quand même étonnant qu'un président des États-Unis attaque directement là-dessus. Nous partageons un concept avec mon collègue Serge Ebersold qui travaille sur l'accessibilité. Nous pensons que c'est un processus d'essentialisation de la fracture numérique. Derrière la fracture numérique, il y a un techno-imaginaire qui va être manipulé par les industriels et le politique, un techno-imaginaire très très fort, qui est celui de l'Internet total, en fait. Or, l'Internet total n'existe pas. On a l'exemple du pays le plus connecté du monde, qui est la Corée du Sud. Ils sont à 90% d'équipés connectés en Internet fixe, ce qui veut quand même dire qu'après 15 ans
d'une politique publique vraiment massive, il y aura toujours des gens qui seront en dehors de ce mode de connexion. C'est toute la question de la fracture numérique, et peut-être que l'entrée par la fracture n'est pas forcément la bonne. Donc vous voyez, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, ça fait 10 ans qu'on en parle. Non, ça fait 30 ans qu'on en parle. C'est presque consubstantiel à l'arrivée du web. On s'est intéressé en 2012, nous, spécifiquement aux non-usagers, et on s'est rendu compte, en faisant une enquête vraiment sur les non-usagers, alors quand je dis enquête, les enquêtes Marsouin par rapport à ce qui a été présenté tout à l'heure, sont des enquêtes statistiques sur l'ensemble de la population en Bretagne, taux de réponse, voilà, on est sur des statistiques robustes, systématiquement complétées par des observations de terrain, des entretiens, etc., etc. Donc, quand je vous dis on a travaillé là-dessus, ça a été aussi travaillé dans les contextes et avec les personnes. Vous retrouvez des catégories classiques, les seniors, les personnes en situation économique modeste, faible revenu et actifs modestes. Par contre, ce qui nous a vraiment intéressé, et ça a été l'objet du bouquin sur la fracture numérique qu'on a publié cette année, oui, dans ces périodes-là, c'est que 65% des personnes qui n'utilisaient pas l'Internet à l'époque décrivaient qu'ils ne le faisaient pas parce qu'ils se sentaient isolés socialement. Et dedans, on avait tout un tas de catégories de population, des personnes en situation d'ultra-ruralité, des familles monoparentales urbaines avec les enfants et tout à charge, donc pas de temps disponible. Vous voyez, des situations très contrastées. Donc je continue un peu sur le chemin de la fracture. Le bouquin s'appelle « Pour en finir avec la fracture numérique ». C'était pas pour en finir avec la fracture elle-même et toutes les inégalités du monde, on n'a pas cette prétention-là, mais peut-être pour essayer de déconstruire la notion qui nous paraît un peu trop marquée idéologiquement et qui était peut-être un peu compliquée à travailler scientifiquement. Et je pense que pour un concours d'architecte, ça vaut le coup de déconstruire ça. On file jusqu'à 2017. Smartphone qui continue à avancer, l'Internet fixe qui stagne. La question vraiment essentielle, ça va être finalement la question de quel est l'usage qui va être le plus développé sur les dernières années. Et là, on a des données très fermes. En fait, l'usage le plus important développé ces dernières années, c'est l'administration numérique ou administration électronique ou e-government si vous préférez, parce que ça fait 10 ans à peu près que l'État et les grandes administrations s'y mettent, et ça a fini par avoir finalement des effets à la fois parce qu'on a fluidifié les portails, on a rassemblé les portails, etc., mais aussi parce que la connexion Internet est devenue banalisée. Vous voyez, il y a un double mouvement à la fois sociétal international et franco-français. Avec évidemment ce que disait Jean-François tout à l'heure, plein de questions autour de l'apprentissage, des compétences et des processus d'appropriation. Le CREDOC nous parle de 12% de la population, soit près de 7 millions de personnes qui seraient à côté. Il estime aussi que 18 millions s'estiment non compétents, etc. 52% des Français qui déclarent ne pas profiter pleinement des opportunités. Ce que je suis en train de citer, c'est les chiffres du baromètre numérique annuel opéré par le CREDOC pour l'Agence du numérique. Avant, c'était l'ARCEP. Donc, vous les trouvez en ligne. Vous trouvez ces chiffres en ligne. Et vous allez avoir l'intervention d'Emmaüs Connect demain. En 2017, Emmaüs Connect estime 5 millions de personnes la fracture numérique.
J'ai choisi de mettre cet extrait du Huffington Post, non pas parce que nos collègues d'Emmaüs Connect sont, comment dire, font pas un excellent travail auprès des publics en difficulté, mais parce que vous voyez bien qu'à côté d'Emmaüs Connect, il y a un autre nom qui n'est pas tout à fait neutre, et il faut se poser la question. Je vais revenir sur les publics après, mais là je voudrais faire une petite pause avec vous. En 2011, quand on a publié le bouquin, tout le monde parlait de fracture numérique. Comme le disait Francis au début, toutes les collectivités territoriales se sont mis en concurrence avec l'État français qui, on va dire, faisait l'arbitre avec des appels à projets spécifiquement basés sur lutter contre la fracture numérique dans les territoires et auprès des personnes. Ça a été toute la période de l'équipement en réseau, haut débit, puis très haut débit, etc., etc., ainsi que toute la période des espaces publics numériques, les EPN, les cybercommunes en Bretagne, les cybercases à La Réunion, vous voyez, tout un tas de déclinaisons avec une petite coloration locale. Il s'avère, on essaye de faire un peu de veille, que à l'orée d'un certain nombre de travaux, dont les nôtres, mais pas que les nôtres. Je pense au travail de Dominique Pasquier, en particulier, sur les familles populaires. Le vocable de fracture numérique avait quasiment disparu du vocabulaire. On parlait plutôt d'exclusion-inclusion. On parlait plutôt d'inégalité. Et on essayait de séparer inégalité des personnes, inégalité de territoire. On évoquait les questions que Jean-François a évoquées, de capital social, de capital culturel, les questions d'éducation, de compétences, etc. Je vous garantis, alors je ne vais pas vous faire la démonstration parallèle parce que l'arrivée de la terminologie numérique a 2 ans de moins, mais il faut toujours faire attention aux mots qu'on utilise. Le numérique et la numérisation, c'est 3 opérations technologiques qui sont à la base de l'informatique, qui ont été théorisées et mises en place il y a 70 ans. Pourquoi, au même moment, aux États-Unis et en Europe, en France, on va parler de digital et de numérique? C'est probablement parce qu'on arrivait dans le numérique ambiant et qu'on était dans des environnements numériques, on était dans des cultures numériques, etc. 2 ans après, réarrive, et on était on était assez nombreux au numérique en commun il y a 15 jours dans ce même lieu, on voit réapparaître en même temps que les GAFA arrivent, la terminologie de la fracture numérique. Donc je pense que c'est pas neutre, qu'il faut regarder ça de près, et que effectivement le grand danger que vous avez pointé de manière différenciée tous les deux, le grand danger c'est de considérer que tout ça n'est qu'une question d'accès, d'apprentissage, et que tout ça ne concerne que les pauvres, pour faire simple. Hein. C'est l'image que on se retrouve quand Google nous parle de ça. Pour nous, c'est pas du tout ça. Alors en plus on est responsable puisque nous avons mené une recherche avec l'Agence nationale de la recherche qui s'appelle Capacity, où ils ont traduit, les 13 millions viennent de nos travaux, donc ils ont traduit nos pourcentages en millions, et ce n'était pas du tout ce qu'on voulait faire. En fait c'est 5, 7, 13 ou 18 millions d'exclus du numérique n'existent pas en tant que groupe. C'est-à-dire que globalement, il faut rentrer dans le grain et regarder ces populations de manière beaucoup plus précise. Alors, on va dire, il y a un premier bloc qui est le bloc qui concerne les services sociaux, qui concerne Emmaüs Connect, qui est le bloc pauvreté, précarité. Je crois que je ne vais pas trop développer parce que c'est celui dont on parle le plus, c'est celui qui est médiatisé, voilà, enfin, on est là-dedans. Je veux juste vous signaler que une de mes doctorantes, Marianne Trénoir, d'ailleurs Francis présidait le jury en janvier dernier, a fait un travail ethnographique de 7 années de 7 ans avec les jeunes en situation de sans domicile fixe à Rennes à propos de leurs pratiques numériques, et que ce qu'il en ressort, c'est que même à l'intérieur de cette population en extrême détresse, extrême pauvreté, précarité, il y a des pratiques numériques différenciées, et que ce qui caractérise ça, c'est le processus central, c'est comment finalement les technologies numériques peuvent
éventuellement faire sauter l'isolement et participer à la reconstruction d'estime de soi, etc., etc. L'exemple qui était le plus parlant, c'était lorsque les jeunes parlaient de comment nourrir les chiens sur les réseaux sociaux. Il y avait plein de youpi, yes, point, etc. Quand ils parlaient de leur souffrance et de leurs idées noires et de suicide, etc., c'était le silence abyssal sur les mêmes réseaux sociaux. Donc vous voyez, on est quand même dans des problématiques, même si je vous dis pauvreté, précarité, il est évident que si on remet là-dedans d'autres catégories de type SDF, migrants, publics des quartiers, politiques de la ville, etc., etc., je crois qu'il faut rentrer dans le grain. Et ça va probablement dévoiler un peu ma conclusion. Je pense que vos dispositifs doivent être situés. Ils sont sur des territoires avec des populations qui vont entretenir des relations spécifiques aux technologies numériques. Deuxième catégorie, je savais que Francis allait en parler, ce que j'appelle moi les déconnexions volontaires et involontaires. Alors, les déconnexions volontaires, Francis a abordé ce que je vais appeler la déconnexion volontaire discrète, celle que tout à chacun va chercher lorsqu'il y a charge mentale telle que les technologies nous envahissent et qu'on a besoin effectivement d'aller boire un pot, d'aller se promener sur la plage ou de sortir son chien, ce qui sont mes activités préférées, voilà, ou en plus de faire de la musique, mais surtout sans connexion. Il y a une autre catégorie que Francis avait d'ailleurs travaillé en son temps, qui sont les déconnexions volontaires que je vais appeler radicales. Alors c'est quoi les déconnexions volontaires radicales? C'est tout un tas de jeunes qui identifient les technologies numériques comme le mal absolu de notre société et qui sont en train de se déconnecter. Ils ont eu des pratiques numériques, ils ont le capital social qu'il faut bien. On va retrouver des populations de type ultra-écolo, zadiste, etc., etc. Je ne dis pas que c'est un phénomène massif, mais c'est un phénomène sur lequel l'universitaire que je suis est en train de s'interroger, puisqu'il y en a dans nos premières années là, qui commencent à arriver un peu plus sérieusement. Donc il y a ça, je serais tenté de dire, dans un concours d'architecture sur ces questions-là, je veux dire, c'est la liberté de chacun, voilà. Plus gênant, ce que je vais appeler les déconnexions involontaires. Alors, dans la courbe de socialisation des technologies que je vous ai présentée, il faut savoir que dans les dernières années, sur l'Internet fixe, ce sont les personnes du 3e, voire du 4e âge qui nous ont permis de gagner des pourcentages. Sauf que ces personnes du 3e âge vieillissent et qu'on se retrouve en même temps dans une situation d'augmentation de la complexité de l'environnement administratif, de la prise en charge de l'Alzheimer, du handicap, etc. Et là, il y a un secteur, je suis en train de vous lancer des idées aussi, il y a un secteur qui est absolument en crise, c'est celui des EHPAD, où l'administration électronique est prévue pour des gens valides, pour la population dans son ensemble. Vous imaginez bien qu'une personne âgée dépendante, qui plus est ayant un Alzheimer, elle va avoir un peu de mal à se rappeler son identifiant et son mot de passe, ce qui fait que tout un tas de professionnels sont en train de prendre des petits carnets et de noter le nom des personnes, les identifiants et les mots de passe, tout en sachant qu'elles n'ont pas le droit de le faire. Vous voyez qu'on est dans un endroit où effectivement il y a urgence à une médiation numérique particulière, puisque c'est pas n'importe quel public, voilà. Voilà, enfin bon, il y en a d'autres situations, mais je ne veux pas trop développer. La troisième catégorie, c'est vraiment la question des territoires. C'est-à-dire qu'on se berce d'illusions en se disant tout le monde, que nous avons une couverture territoriale tout à fait égale. C'est absolument faux. En Bretagne, dans le Massif central, dans les Pyrénées, il y a tout un tas de zones qui sont redevenues blanches. Enfin, il y en a qui sont restées blanches, on va dire, mais il y a tout un tas de zones qui sont redevenues blanches depuis qu'Orange a arrêté d'entretenir les routeurs 512 en expérimentant des espèces de méga Wi-Fi qui fonctionnent plus ou moins. Effectivement, moi j'ai pas mal d'associations qui nous contactent. Il faut aussi regarder que pour les demandeurs d'emploi, c'est pas aussi simple que ça de s'inscrire en ligne, etc., etc. Donc toute la
la question des espaces publics numériques demeure, mais à côté des demandeurs d'emploi, il y a le petit garagiste de campagne qui doit se connecter au tech de Renault. S'il n'a pas le haut débit, c'est un peu compliqué. Donc vous voyez, on est quand même sur des situations où les territoires sont importants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des facteurs multiples d'exclusion du numérique et que chacun de ces facteurs, finalement, a besoin d'une réponse qui est une réponse forcément différenciée et adaptée. La question des territoires, c'est une question d'aménagement des territoires. La question du quadrillemage, c'est une question de transformation des pratiques administratives en même temps que la création d'une médiation numérique spécifique. Juste parce que vous allez coltiner, et j'étais très content que Jean-François développe ça. Mon dernier bouquin collectif, il est sur la médiation numérique en bibliothèque, coécrit avec une collègue de l'ENSIB. Et on a fait un boulot sur la médiation numérique en bibliothèque dans un certain nombre d'espaces avec une dimension internationale. Dans ce boulot, il y a des dimensions vraiment architecturales très importantes, en prenant l'exemple des bibliothèques du Nord qui sont devenues des learning centers, enfin qui se sont complètement transformés. Et là, les architectes scandinaves ont eu une importance vraiment fondamentale. C'est pas vous, en tant qu'architecte, qui allez faire de la médiation numérique. C'était toi qui disais ça tout à l'heure. Le faire avec est absolument essentiel. Et pour faire avec, il faut essayer de savoir qui sont finalement les gens qui vont être en situation de médiation auprès des publics. Il y en a 3 catégories. C'est valable dans les bibliothèques, mais c'est valable dans les services sociaux, c'est valable dans les espaces publics numériques, c'est valable dans l'éducation populaire, etc. La première catégorie, on les oublie tout le temps, alors qu'ils sont fondamentales dans l'acculturation numérique en France depuis 30 ans, c'est les bénévoles. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé mon travail autour d'un club informatique, dans un institut d'initiation à l'informatique individuelle au début des années 80. Donc, vous vous rendez compte que je suis du XXe siècle, où, effectivement, il n'y avait aucun métier de la médiation numérique, voire même de l'informatique. C'était des gens qui étaient passionnés, qui vont continuer, particulièrement dans les milieux ruraux, particulièrement lorsqu'il y a isolement social. Ces bénévoles ont aussi beaucoup d'importance puisque il y a une sociologie particulière des bénévoles liés aux centres sociaux ou à l'éducation populaire qui travaillent sur le numérique. Il n'est pas rare de trouver un retraité d'Orange, du commissariat à l'énergie atomique, un ancien directeur d'une école d'ingénieurs, etc., comme président ou au moins comme bénévole institutionnel de ce type d'association. Donc il y en a aussi 2 catégories et on voit bien que c'est pas neutre. Quand ils ont 30 ans d'informatique industrielle dans les pattes, ça peut être, le dialogue peut être un peu tendu, mais c'est une réalité et il faut les mobiliser. Il y en a une autre catégorie, c'est tous les bénévoles des structures de type ATD Carmonde, etc., qui s'intéressent à ces questions-là. Deuxième catégorie, c'est tous les professionnels, finalement, qui vont faire de la médiation numérique dans une partie de plus en plus grande de leur activité professionnelle. Je parle des animateurs socioculturels, je parle des enseignants, je parle des formateurs, quitte pour certains à rentrer dans la 3e catégorie, qui sont les animateurs multimédia ou les médiateurs numériques, qui aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, se revendiquent comme un travail particulier. Alors c'était très intéressant de travailler avec les bibliothécaires, parce que dans le corps des bibliothèques, ça a eu une transformation. C'est-à-dire que certains bibliothécaires, qui sont devenus médiathécaires, ont décidé de devenir animateurs multimédia dans un premier temps, puis médiateur numérique. Et c'est en train de se produire du côté du travail social, c'est en train de se produire du côté de l'enseignement aussi, où on voit des collègues qui se spécialisent sur cette question-là. Évidemment que les questions d'émancipation, de pouvoir d'agir avec le numérique, le gros mot d'empowerment, se heurtent à une difficulté chronique dans les politiques publiques françaises, c'est de confier ça à des publics précaires.
la médiation numérique a été confiée dès le début à des stagiaires dans les années 90, au début des années 2000 à des emplois jeunes, puis après on a eu les emplois d'avenir. Aujourd'hui il y a plein de services civiques dessus. C'est pas simple, hein. C'est pas simple d'être un professionnel de la médiation numérique en contrat précaire, et c'est pas simple de le faire sans formation. Donc vous voyez, il y a un contexte là, j'essaye de vous dresser une carto. Je pense que les interventions de demain, particulièrement Margot, pourra revenir sur ça. J'avais envie de finir sur les conclusions de notre grosse enquête là, dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle Capacity. On a fait le colloque de clôture en septembre, et qui était là pour essayer finalement d'y voir un petit peu plus clair sur les promesses d'empowerment des technologies numériques. Alors, aujourd'hui, on est en train d'essayer de travailler sur quelque chose qui renverrait à cette idée de configuration capacitante. Alors, je reprends ce que vous avez dit tous les deux. Il est absolument clair que les technologies ne sont pas capacitantes en soi. Hein, et que on parlait des jeux vidéo tout à l'heure. Nous avons la démonstration statistique dans une autre recherche qui s'appelle INEDUC sur les inégalités éducatives, parce qu'on nous a tout le temps posé la question, c'est quoi l'effet du numérique sur les apprentissages? Alors on a fait plusieurs focales, et il y en a une qui est vraiment intéressante. Lorsque l'activité numérique, Internet principale sont les jeux en ligne, les résultats scolaires sont meilleurs que lorsqu'on a d'autres types d'activités principales. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les gamers, ce que tu disais sur le recrutement des Américains, que les gamers en ligne ont des résultats scolaires meilleurs dans une enquête, la même chose, robuste, enfin, etc., etc. C'est pas vrai du tout pour les jeux sur platine. Quand je vous dis que les gamers en ligne et les joueurs sur platine sont aussi corrélés à des territoires, à des capitaux sociaux et culturels, à de l'habitat en quartier politique de la ville, etc. Vous voyez que toute cette il suffit pas de dire ça, hein. Il faut contextualiser ça, et effectivement, quand on fait du jeu en ligne, on a accès à des sociabilités, on a accès à des langues étrangères, on a accès à des sites où on va rentrer dans les cultures numériques, etc. Si je vous dis que dans certaines familles, Star Wars devient une mythologie moderne partagée par toute la famille, et que dans d'autres familles populaires, en fait, on échange des tickets, des jetons Star Wars comme on échange les jetons de football, je suis en train de vous renvoyer à cette dimension symbolique qui est vraiment, vraiment, vraiment très importante. Donc, cette idée, je vous ai fait des typologies pour vous donner des grands repères, mais à la sortie de notre boulot, on pense que les typologies, il faut faire très très attention. Pour nous, finalement, une configuration capacitante, c'est l'idée que le parcours expérientiel, on a renvoyé à cette dimension subjective, enfin Francis a renvoyé à cette dimension subjective, l'usager des technologies, c'est pas un usager théorique. Il se retrouve face à des dispositifs technologiques qui sont conçus quelque part, mais incarnés par d'autres, médiatés, on dirait, par des acteurs et des environnements sociaux, et donc probablement urbains et architecturaux, qui vont les mettre en scène, et que c'est la cohérence de tout ça qui est vraiment importante. Donc on essaye de développer un truc qui serait une approche à la fois systémique, multiscalaire. On est en train de reprendre le travail de Lusso sur les trois manières d'habiter des territoires, et systématiquement situés. Certes, les typologies d'usagers ne sont pas utiles, mais la connaissance peut-être fine des usagers d'un territoire ou d'un projet est vraiment importante. Voilà, je vais peut-être... Bon, je ne sais pas si c'est très très compréhensible comme ça.
Mais en conclusion, la question du pouvoir d'agir avec les technologies numériques, elle s'enracine probablement dans quelque chose qu'on observe de manière transversale dans l'ensemble des projets éducation et insertion que l'on a, que moi j'appelle l'alignement axiologique. Alors pour faire simple, que ce soit en éducation ou que ce soit du côté social, les politiques publiques françaises depuis 30 ans sont erratiques. Elles ont des cycles de disqualification des acteurs, des cycles de promotion de certains types de produits. Typiquement, vous avez tous entendu parler du plan Hollande. On va distribuer des tablettes au 5e. Moi, j'avais écrit un article dans Le Monde qui s'appelait « Le coup de tablette magique ». Tous les collègues n'avaient pas besoin de tablettes en 5e. Ils avaient besoin de technologies différenciées, liées à un territoire, liées à des élèves, liées à des projets, etc. Donc cette cohérence axiologique, on est en train de l'observer sur les territoires. Rien ne marche mieux. Dans le bouquin sur les bibliothèques, il y a Saint-Martin-du-Pavail, micro-bibliothèque rurale, qui devient une espèce de centre du monde de la médiation numérique sur son territoire, parce que l'animateur multimédia partage en gros le même projet que Madame le maire. Et cette suite d'acteurs renvoie à un alignement axiologique. Et je pense que voilà, sur les projets architecturaux, c'est intéressant. Le risque, il est là. Je vous en ai déjà un petit peu parlé. C'est pas pour rien, mais Google a décidé d'installer son atelier numérique, son premier atelier numérique physique dans notre jardin. Quand je dis dans notre jardin, c'est à Rennes. Et après avoir rencontré Macron en février, ils l'ont ouvert en juin. Et je vous le donne en mille. L'objectif de Google dans cet atelier, c'est de lutter contre la fracture numérique. Alors moi, personnellement, qui travaille un peu dessus depuis quelques années, je suis pas sûr que j'ai vraiment envie de faire confiance à Google, Amazon et Facebook pour lutter contre la fracture numérique, d'autant que quand ils parlent de moi, ils disent n'importe quoi, puisque mon bouquin épuisé se vend maintenant sur Amazon à 1193,64 €, ce qui est un peu cher pour les étudiants en travail social qui me le réclament tous les jours et à qui j'envoie le PDF. Je vais arrêter là. Merci. Merci beaucoup.